Il y a quelques semaines, un certain Geoffroy Lejeune a eu une petite sortie qui est quasiment passée inaperçue. Et pourtant, ce qu'il dit est à la fois essentiel et glaçant. L'islamophobie, c'est un concept de frères musulmans à l'origine. C'est importé par les frères musulmans pour faire naître le sentiment de victimisation au sein des populations immigrées en Europe, en Occident plus généralement. L'islamophobie serait une invention des frères musulmans. Cette information balancée comme ça, entre deux autres, c'est ni plus ni moins qu'une bombe. Et je suis très étonné que ça n'ait pas fait plus de bruit que ça. Alors nous voilà de nouveau devant un sujet bien casse-gueule que l'on pourrait formuler ainsi. L'islamophobie est le cheval de Troie de l'islamisme. Et la France, tout comme une grande partie du monde occidental, est comme paralysée par cette peur de l'accusation d'islamophobie. Voici ce qu'en dit par exemple le dessinateur de BD, Enki Bilal. Il y a eu un problème de ce qu'on peut appeler une forme de bien-pensance et d'inconscience. Je ne sais pas pourquoi on met ça sous le tapis, pourquoi on a laissé un mot comme islamophobie apparaître, et qui est un mot complètement absurde. On m'a dit qu'il avait été inventé par l'ayatollah Khomeini lui-même. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Mais donc il y avait une espèce de comment dire, la critique était impossible. Et donc ça, je pense que ça a tétanisé les hommes politiques pendant des décennies. Alors l'islamophobie, c'est quoi? À première vue, on aurait tendance à penser que c'est le fait de détester l'islam. Et si c'était bien le cas, ça ne poserait aucun problème. Même Jean-Luc Mélenchon le disait en 2015. Et effectivement, dans un pays laïque, ne pas aimer une religion, qu'on le veuille ou non, c'est un droit. Or, pour beaucoup de musulmans, la laïcité elle-même est perçue comme une discrimination envers leur religion. Quel rapport ont-ils avec la laïcité? Elle est à la fois mal comprise, mal acceptée, mal vécue, j'ai envie de dire. Il y a un chiffre qui est frappant. 78% des musulmans interrogés jugent la laïcité discriminatoire pour les musulmans, en particulier chez les jeunes. Alors, comprenons-nous bien, si l'islamophobie, c'est le fait de détester une religion, dans ce cas-là, c'est un droit, qu'on soit d'accord avec le principe ou non. Si l'islamophobie consiste à détester les musulmans, en revanche, donc des personnes, là, effectivement, on peut comprendre que ce soit problématique. Maintenant, si on observe les faits, ce qui est dénoncé comme de l'islamophobie, ça ne concerne quasiment jamais des atteintes des personnes, mais bien à des idées religieuses. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les intéressés eux-mêmes définissent la chose. L'islamophobie, pour nous, c'est tout ce qui entrave la construction et le développement de la communauté, son expression visible et politique, que ce soit en France et dans le monde. Là, on comprend bien qu'il y a une dérive. L'islamophobie serait ce qui entrave le développement de l'islam. C'est un peu chercher la bagarre, ça, quand même. Il y a quelque chose qui cloche. On est clairement sur une notion piège. Et si maintenant je vous disais que Geoffroy Lejeune disait vrai? Et si l'islamophobie était bel et bien une invention des frères musulmans? Et si la victimisation était le fruit d'une stratégie réfléchie depuis bien longtemps? C'est en tout cas l'une des conclusions de l'enquête exceptionnelle menée par Florence Bergeaud-Blackler dans son livre « Le frérisme et ses réseaux », un livre dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, dans laquelle je détaillais l'historique de l'organisation des frères musulmans, mais aussi son projet, ses méthodes et la manière dont elle s'est infiltrée partout en Occident. Je vous invite donc à aller voir cette vidéo avant ou après celle-ci en complément si vous ne l'avez pas déjà vue. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce et pourquoi pas à laisser un petit commentaire pour le référencement. De même, si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, je vous invite à me faire un don sur Tipeee, en échange de quoi vous aurez accès à de nombreuses vidéos exclusives. Alors, comment est-ce que l'islamophobie sert un projet à la fois politique et religieux? C'est ce qu'on va voir maintenant. Je me demande si vous faites vraiment encore une différence entre islam modéré et islam radical. Elle est très mince maintenant, elle a tendance à disparaître, je dirais peut-être même que maintenant elle a totalement disparu. Pas allô quand tu décroches au téléphone, mais dis plutôt assalamu alaikum. Les musulmans de France disent « Attention, ne faites pas d'amalgame ». Ben, l'amalgame, c'est ça. Mais l'amalgame, c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Hein. L'islam, c'est une religion de paix, point barre. Tant qu'ils sont racistes, il n'y aura pas de justice. Il faut respecter les religions, il faut respecter surtout les musulmans. La lutte contre l'islamophobie, ça sert bien sûr à empêcher toute critique de l'islam et de l'islamisme, mais ça sert aussi à rééduquer une société qui serait structurellement islamophobe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner un peu de contexte.
pour que vous compreniez bien comment les idées des frères musulmans ont pu se diffuser à ce point en Occident. Dans les années 70, l'élite des frères musulmans s'est exilée et disséminée sur les campus européens, américains et australiens. Là-bas, ils vont apporter une critique du matérialisme occidental. On est à une période où l'anticapitalisme est en vogue, et donc cette critique du monde occidental apportée par l'islam est la bienvenue. Parce que tout ce qui permet de repenser l'Occident est accueilli à bras ouverts. Et les idées des frères musulmans ne rencontreront quasiment aucun obstacle. Le projet des frères consiste en une islamisation de la connaissance. Une discipline qui est même enseignée dans les universités de certains pays musulmans. L'idée pour eux, c'est de se réapproprier les sciences au nom de l'islam. L'islamisation de la connaissance veut déconstruire et retraduire la philosophie des Lumières qui a permis la supériorité intellectuelle et technologique de l'Occident en terre d'islam. Ainsi, la modernité islamique échappera à la dérive matérialiste, au nihilisme, à l'immoralité et à l'absence de sens par lesquels s'explique le déclin que connaît l'Occident. Le but est donc non seulement de désoccidentaliser les sciences, mais aussi de les islamiser. Mais les frères comprennent rapidement que le combat contre les sciences dures sera très difficile. Voilà pourquoi ils préfèrent s'attaquer aux sciences humaines qui, contrairement aux sciences dures, sont relatives. Et si l'islam condamne les sciences occidentales, c'est pour 3 raisons. Déjà parce qu'elle exclut la dimension spirituelle. La science telle qu'elle est conçue par l'Occident se fonde exclusivement sur l'essence et la raison humaine et rejette l'idée de se baser sur l'hypothèse d'une réalité au-delà de l'existence terrestre. Ensuite parce que le système éducatif occidental représente un danger énorme pour les musulmans. Beaucoup de musulmans ont grandi dans les pays occidentaux et ont été élevés avec l'idée que les sciences et les connaissances laïques sont supérieures à celles qui ont des sources religieuses. Et enfin parce que la science occidentale est amorale et qu'elle n'a pas de finalité, alors que dans l'islam, la connaissance a une finalité et c'est de plaire à Dieu. L'idée de l'islamisation de la connaissance, c'est de tout passer à travers le filtre de l'islam. Alors évidemment, cette obligation de tout conformer à l'islam, ce n'est pas la meilleure des manières de pratiquer la science. Et en réalité, cette islamisation des connaissances nuit énormément à la recherche dans les pays musulmans. Là-bas, les chercheurs ne se sentent pas en sécurité. Parce que faire une erreur peut donner l'impression de critiquer l'islam, voire d'être carrément un hérétique. De plus, le manque de liberté d'expression ne permet pas aux chercheurs d'être créatifs. Si un chercheur musulman veut travailler sérieusement, il est obligé d'aller en Occident. Bref, on l'a compris, les frères musulmans s'attaquent aux sciences sociales parce qu'ils sont incapables de s'attaquer aux sciences dures et l'Occident leur ouvre grand ses portes. Et ces sciences sociales vont être un outil de choix pour mener leur combat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mouvement frériste ne cherche pas à se propager militairement. Et ce n'est pas par pacifisme, mais uniquement parce qu'il n'est pas dans un rapport de force qui lui est favorable. Et en réalité, les frères peuvent même désapprouver les attaques djihadistes meurtrières. Non pas qu'ils condamnent la violence en elle-même, mais simplement parce qu'ils estiment que ces actions sont contre-productives, puisqu'elles nuisent à leur objectif, qui est, pour rappel, l'instauration d'une société islamique. Mais pour mesurer toute l'hypocrisie de la chose, il faut savoir que les frères considèrent que le djihad violent peut être justifié en cas de légitime défense. Et l'arnaque, elle est là. Pour rendre le monde charia compatible, le système d'action crée les conditions pour se trouver en légitime défense, provoque la violence pour pouvoir y répondre. Et ça, c'est très important à comprendre. Le meilleur moyen pour les frères de légitimer la violence par la légitime défense, c'est de jouer à fond la carte de la victimisation. Et pour ça, ils ont mis en place des outils très efficaces, à commencer par la relativisation du principe d'universalité de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'ailleurs, dans les années 2000, l'Organisation de la coopération islamique, ou OCI, sous l'influence des frères musulmans, ont créé une sorte de copie des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme en islam. Et ce n'est pas la première fois que les frères musulmans, à travers l'OCI, pratiquent cette division entre les musulmans et le reste des hommes. L'OCI, c'est une organisation intergouvernementale fondée en 1969 et qui réunit 57 pays membres. Elle se veut être la voix du monde musulman. Et vous allez le voir, cette organisation peut avoir beaucoup d'influence quand elle le veut. En 1989, sortait le livre « Les versets sataniques » de Salman Rushdie. Dans un chapitre du livre,
il est dit que le diable aurait dicté des versets à Mahomet et que ce dernier les copiera puis finira par s'en débarrasser. Le livre est considéré comme blasphématoire et une fatwa est lancée contre Salman Rushdie. D'ailleurs, on parle souvent de ce que Salman Rushdie a subi, mais on oublie souvent de mentionner qu'il n'était pas le seul visé dans cette affaire. Tous ceux qui ont contribué à la diffusion du livre ont été visés. En fait, Rushdie s'en est même sorti beaucoup mieux que certains autres, parce que le traducteur japonais du livre a par exemple été tué, le traducteur italien poignardé, l'éditeur norvégien a échappé à des coups de feu, et un traducteur turc a vu sa chambre d'hôtel incendiée. En 2022, Salman Rushdie subira une nouvelle tentative de meurtre qui lui fera perdre un œil. Et il faut savoir qu'en plus d'avoir blasphémé, Salman Rushdie, c'est aussi un apostat. La sortie de l'islam reste passible de punition. Le débat s'est déplacé. Il ne s'agit plus de savoir si l'islam punit, mais où le croyant sera puni, ici-bas ou dans l'au-delà. Et cette affaire Rushdie va aider à la consolidation de l'OCI qui va se liguer contre lui. En mars 89, les ministres des Affaires étrangères de 40 pays membres vont condamner les versets sataniques en qualifiant son auteur d'hérétique. L'OCI a donc officiellement joué un rôle dans la poursuite de l'écrivain. Même si elle n'a pas appelé directement à son assassinat, elle a largement contribué à la fatwa contre lui. L'objectif de l'OCI, c'est de promouvoir une souveraineté de l'Oumma, donc de la communauté musulmane internationale. Et un de leurs outils pour ça, c'est l'ICESCO, qui fournit un véritable travail de subversion du droit international. Dans un document de l'ICESCO, les frères expliquent que les musulmans ne sont pas assimilables et qu'ils n'apporteront que des problèmes à l'Europe si celle-ci ne prend pas en compte leurs besoins particuliers dus à l'islam, et clairement une forme de menace. Ce que les frères exigent, c'est le respect de la sacralité de l'islam par les musulmans bien entendu, mais aussi par les non-musulmans. Et c'est à partir de là que va commencer la promotion de ce concept flou qu'est l'islamophobie. En 2007, l'OCI va créer un observatoire de l'islamophobie et la création de cet observatoire va être justifiée par 4 facteurs qui semblent assez lunaires. La victoire de Trump, le refus de l'immigration, la poussée du populisme et de l'extrême droite et la tendance à proscrire le voile. Ce qui se développe à travers l'OCI, mais aussi à travers d'autres organisations que l'on va voir juste après, c'est le concept d'Euro-Islam. L'idée des frères musulmans, c'est de réformer non pas l'islam, mais le regard des Européens sur l'islam. En clair, ce n'est pas l'islam qui doit s'adapter à l'Europe, mais l'Europe qui doit s'adapter à l'islam. C'est un concept porté notamment par un certain Tariq Ramadan. Et si je vous ai longuement parlé de l'OCI, sachez que ce n'est pas la seule organisation islamique en Europe. Parmi les plus importantes, il y a la FOI, Fédération des organisations islamiques en Europe, fondée en 1989 au moment de l'affaire Salman Rushdie, justement, mais aussi des foulards de Creil, où donc, pour vous la faire courte, cette année-là, dans un collège, 3 élèves refusent d'enlever leur voile et finissent par se faire exclure, qui va déclencher un énorme scandale. Bref, le but de la foi est officiellement de préserver l'identité musulmane et préparer les musulmans à jouer un rôle civilisateur dans les patries européennes. Et l'organisation est toujours restée très évasive sur ses origines, parce qu'à la base, elle vient des frères musulmans, mais elle va mettre un point d'honneur à brouiller les pistes, jusqu'au 29 janvier 2017, date à laquelle un journal égyptien a rapporté que les membres de la foi avaient voté la séparation officielle d'avec les frères musulmans. En 1996, la foi crée le FEMISO, une organisation qui pour le coup nie catégoriquement ses liens avec les frères musulmans, bien qu'elle en partage à la fois l'idéologie et le vocabulaire. Et le FEMISO va faire de la lutte contre l'islamophobie son cheval de bataille. La lutte contre l'islamophobie est le prétexte de son activisme politique. Elle sert à justifier ses actions du point de vue des valeurs et sert de bouclier victimaire chaque fois que ses activités politiques religieuses sont dénoncées. En fait, les frères musulmans ont compris assez vite le pouvoir du victimisme pour faire plier les démocraties occidentales. Je définis ici le victimisme comme l'art de susciter une émotion collective de soutien d'un groupe désigné comme victime pour obtenir de son prédateur, réel ou supposé, davantage unilatéral, souvent au prétexte de réparation. À noter que le FEMISO est soutenu financièrement par l'Union européenne. L'islamophobie, c'est une notion extrêmement floue et imprécise. Et si elle est fréquemment utilisée, c'est pour 2 raisons. D'une part,
l'instauration d'un délit de blasphème et d'autre part, l'affirmation de l'identité musulmane à travers la Oumma. Après l'affaire Salman Rushdie, on a considéré que l'offense avait été faite aux musulmans. Il n'était pas question de race ou de groupes ethniques. On n'a pas dit que des Asiatiques ou des Arabes ou des Maghrébins avaient été offensés, mais bien que ce sont les musulmans qui avaient été offensés. De là est née l'idée qu'il existerait une discrimination spécifique aux musulmans. Jusque-là n'était considérée comme base de discrimination que la couleur de la peau ou la race. Depuis, la culture, la langue, les coutumes ou la religion peuvent également être considérées comme base de discrimination. Progressivement, on commence à considérer que le problème de la discrimination ne peut pas être résolu par une participation démocratique de masse, mais plutôt par l'intervention ciblée de leaders d'opinion, d'influenceurs et de médias. L'idée, c'est de changer le regard que l'on pose sur l'islam plutôt que de toucher aux pratiques de l'islam elle-même. Ce n'est pas à l'islam de s'adapter à l'Europe, mais bien à l'Europe de s'adapter à l'islam. Mais penchons-nous du côté de la définition officielle de l'islamophobie. Selon l'ONU, qui a repris en 2008 la définition de la CBMI, l'islamophobie désigne une hostilité et une crainte sans fondement envers l'islam, et par conséquent, une crainte et une aversion envers tous les musulmans ou la majorité d'entre eux. Et ça, en réalité, c'est extrêmement problématique et flou, notamment parce que c'est une vision totalisante. Tout peut être considéré comme islamophobe. Le musulman est susceptible de connaître l'islamophobie dans tous les gestes de sa vie. Et ça, pour les musulmans, ça crée un rapport au monde très anxiogène. Parce que ça veut dire que celui qui n'aime pas une partie ou une proposition de l'islam est, si on en suit cette définition, islamophobe. Ce qu'une telle définition de l'islamophobie pousse à faire, c'est d'accepter l'islam dans son intégralité, sous menace d'être accusé d'islamophobie. Voyez un peu comme c'est vicieux. Le glissement qui s'opère entre la protection d'une communauté et l'imposition forcée de la vision du monde de cette communauté au reste du monde. Et si ce concept d'islamophobie fonctionne aussi bien, c'est parce qu'il amalgame le rejet de l'islam et le rejet des musulmans. Donc d'un côté le rejet d'une idée et de l'autre le rejet d'individus. Et ça, c'est un tour de passe-passe assez exceptionnel. Le sentiment anti-islam se confond avec le sentiment anti-musulman, parce que les musulmans se sentent offensés quand on critique l'islam. Et grâce à cette logique fallacieuse, l'islam devient incritiquable. Et rappelez-vous, quand le musulman est offensé, il est dans une situation de légitime défense. À partir de là, on peut donc justifier la violence. C'est donc à l'Occident de s'adapter pour éviter que les musulmans offensés ne deviennent violents. Alors si ce sont bien les frères musulmans qui ont imposé le concept d'islamophobie, ce ne sont pas eux qui ont été les plus efficaces pour le propager. Au début des années 2000, l'Open Society du milliardaire George Soros va jouer un rôle très important dans la diffusion du terme d'islamophobie. Il va financer de nombreuses études sur le problème musulman. Et ces études étaient destinées aux politiques européennes pour créer une société plus inclusive. Or, le rapport de Toufial Chandouri a tout d'un manuel des frères musulmans. À la base, Chandouri s'intéresse à la question de la lutte contre la radicalisation. Et l'idée qu'il va promouvoir via l'Open Society, c'est que si les musulmans ne coopèrent pas plus contre l'islamisme, c'est parce que les forces de police antiterroristes ne seraient pas dignes de confiance. Sa solution va donc consister à donner plus d'autonomie politique aux musulmans. En clair, c'est exactement ce que veulent les frères musulmans. Donc, sous prétexte de lutte contre la radicalisation, on va promouvoir l'éducation non mixte, faciliter les pratiques islamiques dans l'espace public, autoriser le port de vêtements religieux et surtout, favoriser les autorités religieuses qui seraient les seules à même d'encourager les musulmans à affronter les groupes extrémistes. Et ça, c'est la révélation la plus terrible qui soit, parce que ça veut dire que le terrorisme et la violence font bel et bien avancer l'agenda islamiste. Donc, l'islamophobie est un instrument de promotion de l'islam fondamentaliste, c'est un fait. Or, ce concept empêche de réellement se pencher sur les discriminations qui seraient subies spécifiquement par les personnes musulmanes. Or, méthodologiquement, cela implique d'isoler la caractéristique musulmane de toutes les autres de l'individu étudié. Pour éviter d'avoir à enquêter sérieusement sur cette question complexe, les promoteurs du concept emploient un subterfuge. Ils définissent l'islamophobie ou la haine anti-musulmane comme une discrimination envers les musulmans ou ceux supposés tels.
Ainsi, désapprouver une pratique devient immédiatement un acte islamophobe. Typiquement, refuser le voile dans certains endroits ou refuser de construire une mosquée revient à rejeter l'islam dans son intégralité. Aujourd'hui, l'accusation d'islamophobie, c'est quasiment devenu un réflexe pour certains, une parole non réfléchie, automatique. Et dans son enquête, Florence Bergeaud-Blaclair mentionne aussi un point assez peu souvent évoqué. C'est le fait que la recherche sur l'islamophobie, donc ce concept extrêmement vague, prend énormément de ressources aux études sur l'islam en tant que fait social, religieux et politique. Donc, en plus de créer la terreur, le concept de l'islamophobie empêche d'étudier sérieusement la question de l'islam. Et plus le temps passe, moins les chercheurs osent travailler sur l'islam, à cause justement de cette crainte d'être traité d'islamophobe. C'est dans le monde académique que ceux qui refusent d'utiliser ce terme imprécis d'islamophobie sont les plus violemment attaqués, accusés d'être racistes, islamophobes, à tout le moins de faire le jeu de l'extrême droite. En 2005, le journal danois Jyllands-Posten a demandé aux membres du syndicat des illustrateurs de presse de dessiner Mahomet comme ils le voyaient. Les 12 dessinateurs ont envoyé leurs dessins. Résultat, le Danemark a subi un boycott mondial. Il y a eu des morts dans des manifestations de foule et de nombreuses menaces ont été proférées. La crainte d'offenser les croyants crée une forme de censure individuelle qui se trouve être beaucoup plus durable et beaucoup plus efficace que la censure officielle. Et il est donc tout à fait logique que les frères musulmans usent et abusent de ce concept tant il est efficace pour faire taire ses opposants ou même la simple critique. Et si ce genre de compromis est fait de plus en plus souvent, c'est en bonne partie parce que le vote musulman est extrêmement important. À Bruxelles, par exemple, on ne peut pas gagner une élection sans le vote musulman. Mais le Conseil de l'Europe a lui aussi joué un rôle important dans la propagation du concept d'islamophobie, et notamment à travers des recommandations. Ne pas offenser les religieux et leurs fidèles, et lutter contre les discours de haine sur les réseaux sociaux. Le Conseil de l'Europe encourage notamment les pays à s'adresser aux communautés religieuses en leur disant notamment que les musulmans sont chez eux en Europe puisqu'ils y sont présents depuis des siècles. Bon, c'est une affirmation que l'on retrouve dans une recommandation du Conseil de 2010. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'à chaque attaque faite au nom de l'islam, on multiplie ce genre de déclarations. En fait, plus l'islam est meurtrier et plus on appelle à être tolérant envers lui. Pour ce qui est du discours de haine sur les réseaux sociaux, en 2013 est lancé le No Hate Speech Movement. Parmi les organismes qui luttent contre la haine en ligne, on retrouve le FEMISO, une association dont je vous ai parlé en début de vidéo. Voici ce que le Conseil de l'Europe définit comme le discours de haine. Toutes les formes d'expression qui propagent, incitent, promeuvent ou justifient la haine raciale, la xénophobie, l'antisémitisme ou d'autres formes de haine fondées sur l'intolérance, y compris l'intolérance exprimée par le nationalisme agressif et l'ethnocentrisme, discrimination et hostilité envers les minorités, les migrants ou les personnes d'origine immigrée. Depuis 2014, l'islamophobie est même officiellement reconnue comme une forme de racisme, ce qui oblige donc l'Union européenne à prendre des mesures à son encontre. Le 21 septembre est même la journée d'action contre l'islamophobie et l'intolérance religieuse. Le 28 octobre 2021 a d'ailleurs été lancée une campagne anti-discrimination sur Twitter. L'idée, c'était de banaliser le port du hijab, de lutter pour qu'il soit considéré comme un simple vêtement. Évidemment, beaucoup ont relevé déjà à l'époque que dans certains pays musulmans, ne pas porter le hijab pouvait conduire une femme à être violée, brûlée ou tuée. La campagne disait reposer sur les conclusions d'un rapport de l'ONU qui s'appelait « La liberté de religion et de conviction sur la haine anti-musulmane et l'islamophobie ». Ce rapport parlait d'une augmentation des actes anti-musulmans et tout particulièrement à l'encontre des femmes. Mais en y regardant de plus près, Bergeaud-Blaclair s'est aperçu que ces recommandations de l'ONU venaient en fait du Conseil de l'Europe lui-même, c'est-à-dire des rapports produits par des organisations de lutte contre l'islamophobie elles-mêmes. Il s'agissait en fait de diffuser la propagande frériste sous les couleurs de l'Europe. Alors vous vous dites peut-être, bon mais c'était quand même dans le but d'empêcher des actes anti-musulmans et contre des femmes en plus. Et quand on entend actes anti-musulmans, on pense immédiatement à des actes de violence. On imagine forcément des femmes voilées qui se sont attaquées, agressées, etc. Mais ce n'est pas le cas. L'agression islamophobe dont il était question ici, c'était les restrictions au couvre-chef musulman au nom de la laïcité. En clair,
la laïcité elle-même devient une agression islamophobe. Le respect des lois d'un pays devient islamophobe. Est-ce que vous saisissez l'arnaque? Ce rapport, produit par des organisations puissantes ou prestigieuses comme l'ONU ou le Conseil de l'Europe, donne à la notion d'islamophobie une résonance toujours plus large et contribue à l'idée qu'elle correspond à une réalité incontestable. Ce qui caractérise le mieux la stratégie des frères musulmans, c'est qu'ils ne prennent jamais de décision. Cependant, ils savent saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Et c'est ainsi que dans les années 90, alors que le Parti socialiste perd son électorat ouvrier qui se réfugie vers la droite populiste, la gauche va combler ce vide avec les minorités sexuelles et les immigrés et descendants d'immigrés. C'est une stratégie qui a d'ailleurs été officialisée par le rapport du think tank Terra Nova en 2011. Et les frères musulmans vont s'engouffrer dans la brèche. Ils vont donc accueillir à bras ouverts l'opportunisme de la gauche et jouer à fond, encore une fois, la carte de l'islamophobie. Ce qu'une partie de la gauche et les frères musulmans partagent, c'est la haine de l'Occident. Et ils vont capitaliser à fond là-dessus. Dans son ouvrage « Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste ?», Farid Abdelkarim dit ceci. Le discours que j'ai porté pendant mes 15 années chez les frères musulmans était un discours de haine à l'égard de l'Occident, considéré comme responsable de tous nos maux et en raison de son athéisme, son matérialisme et sa permissivité, notamment à l'égard des femmes. Coupable d'avoir démantelé le califat et colonisé les terres de l'islam, un discours par conséquent revanchard à l'égard de la France, condamnant un néocolonialisme en banlieue, convoquant racisme, discrimination et stigmatisation à l'appui de la victimisation des musulmans. Un discours, enfin, déniant toute responsabilité aux musulmans eux-mêmes, mais faisant la part belle aux thèses complotistes et conspirationnistes et accablant les juifs. Les frères musulmans ont instrumentalisé la gauche et leurs outils pour faire ça a été l'altermondialisme et puis plus tard, le mouvement décolonial. Tariq Ramadan a d'ailleurs été l'une des personnalités les plus actives et les plus influentes dans l'infiltration du mouvement altermondialiste de la fin des années 90. Le mouvement rassemblait des syndicats de paysans, des écolos féministes, et tous étaient rassemblés derrière la grande cause des droits humains et de l'universalisme de la solidarité. Tariq Ramadan va reprendre tous les éléments de langage de l'altermondialisme. Mais plus tard, il s'en prendra aux intellectuels juifs et ça marquera sa rupture avec le mouvement. Mais pas avec le décolonialisme. En 1997, un collectif créera la commission Islam et laïcité. Intellectuels et universitaires vont s'opposer à une gestion directe de l'islam par l'État et ils vont dénoncer une forme de laïcité extrémiste qui serait une stratégie du Front National. Et ces universitaires vont donc prôner une sorte de laïcité ouverte. C'est le cas notamment d'une certaine Houria Boutelja, qui finira par fonder le Parti des indigènes de la République, dont le message politique peut être résumé en 3 points. La France a été un État colonial et reste un État colonial, l'accusation d'antisémitisme est un complot anti-indigène, et la lutte contre l'islamisme est un complot. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur un de ces livres. Plus que n'importe quel autre, ils vont jouer à fond, mais vraiment à fond, la carte de la victimisation. Nos grands-parents étaient des esclaves, colonisés, animalisés, etc. Le mouvement décolonial ne parle d'ailleurs absolument jamais de la traite arabo-musulmane, ni des conquêtes de l'islam. Allez savoir pourquoi. Houria Boutelja, c'est un prolongement des idées de Tariq Ramadan, mais en beaucoup plus offensif et agressif. Et si elle n'est pas liée directement aux frères musulmans, elle en partage en tout cas beaucoup d'idées. À partir des années 2010, le mouvement indigéniste devient le mouvement décolonial. Ce changement vient des Post-Colonial Studies américaines, des études qui sont d'ailleurs financées par l'Open Society de George Soros, mais aussi par la Commission européenne via des subventions aux associations, bref, de la rébellion subventionnée. Et d'une manière générale, l'idéologie décoloniale des États-Unis s'impose de plus en plus en France et en Europe. C'est l'Occident lui-même qui fait rentrer le loup dans la bergerie. L'idéologie des frères musulmans est présente partout. C'est un ennemi insaisissable, rusé et dangereux qui parvient à mettre à genoux tout l'Occident en jouant sur ce qui est à la fois une de ses plus belles qualités et sa plus grande faiblesse, la tolérance. Le concept d'islamophobie vient des frères musulmans. Et ça, c'est une information qui me semble absolument essentielle. Aujourd'hui, l'islamophobie est l'arme la plus puissante de l'islam radical pour s'imposer non seulement en Europe, mais aussi dans tout l'Occident. Ce livre, Le frérisme et ses réseaux de Florence Bergeau-Blaclair, c'est vraiment un livre indispensable.
J'ai fait 2 vidéos assez longues à son sujet et pourtant je suis loin d'avoir tout dit. Je vous invite donc à aller voir mon autre vidéo sur ce livre si vous voulez explorer plus en profondeur le sujet du frérisme. Je vous mets le lien en description. Alors abonnez-vous, mettez un pouce, faites un don sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.